Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. À chaque fois, une thématique forte sur le plan local ou national. Toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut. C'est parti pour le sommaire. Le Mag qui s'intéresse aujourd'hui à la mobilisation des profs, mais aussi des parents d'élèves. En Seine-Saint-Denis, est-on parti pour une grève dure, longue, que réclame le corps enseignant? Le mal est-il profond? Élément de réponse. Dans un instant, 2 mois d'action déjà et une demande, vous l'aurez compris, récurrente, celle d'un plan d'urgence pour le 93, des moyens et des mesures structurelles surtout. Que dit l'État? On verra ça dans un instant, dans cette émission. Ça fait beaucoup dedans, je trouve. C'est pas grave. Alix, la loupe. Oui, je vous parle d'une méthode pensée pour faciliter l'apprentissage des mathématiques qui a été pensée par une habitante de Seine-Saint-Denis. Ça va me servir, je sens. C'est parti. L'expression orale avec nos 2 invités. Bonjour Marie-Hélène Plard. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Directrice de l'école Samira Bellil, j'ai bien dit? Oui. À l'île Saint-Denis, ça fait beaucoup d'îles là aussi, et co-secrétaire de la FSU SNUP 93. Grégory Tuisa, bonjour. Bonjour. Professeur de français, merci d'être avec nous. Au lycée, on dit Sugère, à Saint-Denis, et co-secrétaire départemental du SNEF FSU 93. Première question, comment allez-vous? Plutôt bien. Voilà. Plutôt bien. Oui. On tient le cap? On tient le cap et on reste déterminé. On reste déterminé parce que le temps passe très vite. C'est vrai qu'on a fait des émissions déjà ici. Ça fait déjà plus de 2 mois. Allez, on est à 2 mois, effectivement, pour ce début de mobilisation. J'ai envie de vous poser cette question. Grégory, on en est où? Depuis le 26 février, il y a donc eu effectivement une très forte mobilisation de l'ensemble de la communauté éducative, c'est-à-dire les élèves, les parents, les personnels, avec le soutien des élus du territoire dans le département de la Seine-Saint-Denis. Très en colère, on en a reçu plusieurs. Tout à fait. Et depuis, l'État nous oppose une fin de non-recevoir. Il n'y a pas d'autre mot. Nous avons été reçus à plusieurs reprises. Il y a eu 5 audiences avec l'État, avec les services déconcentrés, puis avec le ministère de l'Éducation nationale, avec Matignon. Et pour l'instant, on nous renvoie à des éléments de langage sur l'action du gouvernement depuis 2017 dans le département de la Seine-Saint-Denis, et à d'hypothétiques arbitrages. Et on nous renvoie. C'est quoi ces éléments de langage, qu'on comprenne bien? Alors, il y en a de 3 sortes. Le premier élément de langage, c'est un élément de langage sur les restrictions budgétaires dans l'éducation nationale. Le ministère de l'Éducation nationale doit rendre 692 millions d'euros. Donc, bien entendu, pour ensuite allouer 358 millions d'euros au titre d'un plan d'urgence pour l'école publique en Seine-Saint-Denis, on fait valoir cet argument. Il y en a un deuxième, c'est le plan L'État plus fort en Seine-Saint-Denis, qui aurait, selon le gouvernement, suffi à combler les manques de l'école publique en Seine-Saint-Denis. Et puis, parmi ces éléments de langage aussi, il y a l'idée reçue que le département de la Seine-Saint-Denis serait mieux doté que les autres départements. Marie-Hélène Plard, comment se passent ces... Je ne sais pas si on peut dire concertation, mais en tout cas, vous êtes reçu effectivement assez régulièrement, vous l'avez dit 5 fois. Comment ça se passe à Matignon et effectivement au ministère de l'Éducation nationale? Quel type d'échange vous avez? Vous avez l'impression de perdre votre temps ou on avance doucement, mais sûrement? Alors, on va dire que les 4 premiers échanges, l'intersyndicale éducation 93 a présenté son plan d'urgence, comment nous avions budgété ce plan, d'où il venait. Il ne sort pas de nulle part. C'est une mobilisation qui est menée dans les écoles et les établissements du département depuis le mois de novembre. C'est pas apparu par magie le 26 février dernier. Et nous avons argumenté par rapport effectivement à tous les dysfonctionnements du service public d'éducation sur le département. Lors de la dernière rencontre, le 15 avril, où nous avons rencontré Nicole Belloubet, la ministre de l'Éducation nationale, effectivement, on s'est placé là dans une autre posture. Au bout de la 5e fois, on n'allait pas refaire une nouvelle fois l'exposé et on attend des réponses. Ce qui a été assez déconcertant, c'est qu'au bout de 6 semaines de mobilisation, la ministre nous répond tranquillement par des déclarations d'intention, certes, aucun élément chiffré mis sur la table, et en gros en nous renvoyant, en nous disant qu'ils avaient encore besoin de 3 semaines à 1 mois pour établir un constat. Un constat qui est partagé par la... Ils ne connaissent pas le diagnostic? Voilà, c'est ça qui effectivement était extrêmement inquiétant, alors que ils nous ont reçu les fédérations de parents d'élèves, et ils ont reçu aussi les élus du département, voire il y a eu une rencontre avec la région aussi. Donc, le diagnostic, il devrait être connu et des éléments devraient être apportés. Et pour l'instant, nous n'avons rien eu sur la table. Surtout que je rappelle, on avait fait une émission aussi là-dessus, que l'État a été mis en demeure, effectivement, puisqu'il y a 13 communes de Seine-Saint-Denis qui attaquent l'État. Alix? Dans quelle mesure est-ce que les parents d'élèves sont impliqués et les élèves plus largement? Alors, les parents d'élèves et les élèves sont très impliqués, puisque là encore, là où le gouvernement fait une erreur de diagnostic, c'est donc pas la seule, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'une grève classique de personnel d'éducation nationale. C'est un véritable mouvement populaire qui a été lancé effectivement de longue date par l'enquête menée par l'intersyndicale 93. Pardon de vous couper, vous êtes content des mobilisations jusqu'à présent?
Est-ce que ça a tendance à s'essouffler dans le temps? Comment ça se passe? Alors, la mobilisation, la grève n'a pas été majoritaire hier. Il y avait 30% de grévistes dans le premier degré, dans le second degré, mais ça reste une mobilisation très forte. Il y avait plus de gens dans la rue hier, parents, élèves et personnels, que le 26 février, par exemple. Donc ça signifie qu'il y avait encore 1200 personnes Parce dans la rue hier. On sait que c'est ça que regarde le gouvernement. C'est effectivement le rapport de force que regarde le gouvernement. D'ailleurs, lors de la première audience au ministère de l'Éducation nationale, on nous avait égrené les chiffres de mobilisation en reconnaissant effectivement qu'il y avait une forte mobilisation. Et en fait, les élèves et les parents prennent toute leur place. Alors, il y a eu effectivement une très grande médiatisation aussi d'une vidéo virale d'élèves du lycée Blaise Sandrard autour de la problématique du bâti dégradé de leur établissement. Il y a eu aussi une mobilisation très importante des parents d'élèves à l'initiative de la FCPE 93 et aussi de collectifs de parents mobilisés qui mettent en place des actions. Il y a eu un rassemblement, par exemple, à leur initiative devant la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Et il y aura de nouveau en Seine-Saint-Denis un nouveau rendez-vous à l'appel de la FCPE 93 dans un des week-ends à venir. Ça va être hebdomadaire, vous comptez le faire chaque semaine? Oui, il y aura des actions. Effectivement. Alors là, il y a un plan d'action qui est sorti à l'issue de l'Assemblée générale d'hier, avec plusieurs dates. Demain, avec rendez-vous devant le tribunal administratif de Montreuil en soutien effectivement aux mairies qui ont édicté des arrêtés mettant en demeure l'État de pourvoir au moyen de l'école publique en Seine-Saint-Denis. Il y aura de nouveau aussi un rendez-vous au tribunal judiciaire de Bobigny pour soutenir la protection judiciaire de la jeunesse, qui est aussi dans un état sinistré dans le département de la Seine-Saint-Denis. Et donc il y a une orientation. On parle de la rénovation du bâti concernant les bâtiments scolaires, mais alors le tribunal de Bobigny, je ne sais pas si vous êtes déjà allé, mais c'est à voir quand même. Oui, et puis c'est aussi l'idée d'élargir cette lutte, qui est une lutte pour un plan d'urgence pour l'école publique, à l'ensemble des services publics qui sont... Les rapports parlementaires l'ont documenté en mai 2018 puis en novembre 2023, qui sont extrêmement sinistrés dans le département. Donc il y a plusieurs rendez-vous qui sont donnés, et là encore, ce sont des rendez-vous qui sont ouverts à tous les habitants et toutes les habitantes du territoire. Marie-Hélène, on a parlé du changement de ministre. Ça ne change rien au final? Le gouvernement reste sur la même ligne? Il y a une certaine continuité? Ah, tout à fait. Depuis. On aurait pu se dire, Nicole Belloubet, on connaît son histoire, voilà. Mais... Alors, les changements de ministres successifs qu'on a vécu de façon accélérée ces derniers temps n'ont pas amené de changement de politique éducative. Ça, clairement, on est dans une continuité qui s'inscrit depuis 2017 et qui d'ailleurs n'est pas sans lien avec la mobilisation actuelle, parce qu'effectivement, il y a eu une accélération de la dégradation du service public. Là où effectivement on attendait une autre attention de la part de Nicole Belloubet, c'est qu'elle était garde des Sceaux au moment de la mise en œuvre en 2019 du plan État fort pour la Seine-Saint-Denis. Et pour le coup, même si c'était sans doute insuffisant, il y avait eu de véritables moyens engagés pour la justice en Seine-Saint-Denis, qui était effectivement en manque, là où pour l'éducation, il n'y avait eu strictement rien de fait. Donc effectivement, c'est un territoire qu'elle connaît, le plan d'action, elle le connaît parce qu'elle l'a vu mettre en œuvre au niveau de la justice, et que, je vais dire ça de façon peut-être un peu crue, on attendait qu'elle engage le même travail pour l'éducation en Seine-Saint-Denis, qui n'avait pas connu ce rattrapage-là. Et de toute façon, dès les premiers constats, et ça a été documenté par le rapport l'a publié en novembre dernier par deux parlementaires, effectivement, l'État fort n'a pas rempli ses missions au niveau de l'éducation. Il y avait très peu de moyens alloués spécifiquement sur ce service public-là. Du rapport parlementaire, notamment de Stéphane Peu. Cette rupture d'égalité sur le territoire en Seine-Saint-Denis, elle se traduit comment au quotidien? Alors, en chiffres. Moi, si je peux donner un éclairage immédiat pour les écoles, en Seine-Saint-Denis, à l'heure actuelle, dans les écoles, c'est entre 500 et 600 classes non remplacées chaque jour. Voilà. Ça a un impact effectivement énorme. Le ministère le reconnaît lui-même. Le 15 avril dernier, ils ont reconnu qu'il n'y avait que 60% de taux de remplacement effectif sur les écoles. Et qu'effectivement, c'était bien en deçà de la moyenne nationale. Donc, comment ne pas croire que ça ait un impact sur la scolarité? Marie-Hélène, quand on entend souvent ce chiffre, effectivement, qu'un élève de Seine-Saint-Denis perd 1 an de scolarité sur toute sa scolarité, c'est peut-être sous-estimé? Alors ça, c'était effectivement ce qui avait été estimé lors du premier rapport parlementaire. Ça avait été documenté. Nous, on estime maintenant que ça peut monter jusqu'à 18 mois de perte de scolarité. 1 an et demi? Voilà, de la petite section jusqu'à la terminale. Effectivement, un élève peut perdre jusqu'à 18 mois de scolarité. Comment ça se traduit sur leur trajectoire individuelle à ces élèves? Est-ce que vous en mesurez déjà les impacts? On en mesure les impacts tous les jours, et ça d'ailleurs, ça concerne les
professionnels des catégories professionnelles dans les établissements en réalité, parce que la situation d'un élève ou d'une élève en Seine-Saint-Denis, quelle est-elle quand, alors moi j'exerce dans le second degré, donc quand elle rentre ou quand il rentre au collège. C'est par exemple arriver dans un collège, on ne peut pas faire sa visite médicale obligatoire parce qu'il n'y a pas de médecine scolaire et pas d'infirmière. C'est aussi ne pas pouvoir recourir aux bourses nationales pour une famille, parce qu'il n'y a pas d'assistante sociale, parfois depuis 2 ou 3 ans dans un même établissement. J'exerce à Saint-Denis, il y a des collèges où il n'y avait pas d'assistante sociale pendant 3 ans. Ça veut dire aussi que cette rupture d'égalité, que ne conteste pas d'ailleurs le gouvernement, il y répond par ses propres chiffres en mettant en valeur des dispositifs qui sont en fait des dispositifs nationaux, qui sont déclinés au niveau de la Seine-Saint-Denis, mais qui ne sont pas des mesures spécifiques pour notre territoire. Mais en réalité, la rupture d'égalité, elle est consommée. Prenons un exemple même sur les installations sportives. On parle beaucoup des 3,5 milliards d'euros mis sur la table par le gouvernement pour les JO en Seine-Saint-Denis. Ouais. Aujourd'hui, il y a 16 installations sportives pour 10 000 habitants et habitantes dans le département de la Seine-Saint-Denis. Au niveau national, c'est 50. Donc pour rattraper ce chiffre, il faudrait qu'on construise, d'ici les Jeux Olympiques, 5 000 installations sportives. Ouais. Donc évidemment, cette rupture d'égalité, elle est très clairement consommée. Un autre exemple, le président du conseil départemental l'a illustré au milieu du mois de mars, c'est un chiffre qui a beaucoup circulé. L'État compense à hauteur de 15% environ les dépenses d'investissement dans le bâti des collèges, des départements. En Seine-Saint-Denis, c'est 8,8%. Donc cette rupture d'égalité, elle est consommée, malgré tout ce que dit le gouvernement. Elle est documentée, elle a été documentée par les rapports parlementaires, effectivement, par l'enquête de l'intersyndicale. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, il nous faut des réponses, et des réponses sonnantes et trébuchantes. Comment vous pourriez nous décrire votre plan d'urgence, en termes de chiffres, en termes de moyens, en termes d'humains surtout, j'ai l'impression? Qu'est-ce que vous demandez, ou plutôt exigez, j'ai du mal à le dire, exigez de l'État aujourd'hui? Alors, nous, on exige des mesures immédiates. C'est-à-dire qu'à un moment, on demande pour l'ensemble donc de la maternelle au lycée, on demande le recrutement de 5 000 enseignants supplémentaires. Parce qu'on reste convaincu qu'il y a besoin d'alléger les effectifs de toutes les classes. Voilà. Là, on voit que, d'ailleurs, l'État nous répond dans le premier degré que cet effort a déjà été consenti. Pour le dédoublement de classe. Avec le dédoublement, mais qui ne s'opère que sur 3 niveaux. Voilà. Moi, je suis directrice d'école maternelle. Je ne suis pas en mesure de vous expliquer la pertinence d'avoir des grandes sections qui s'élèveraient à 12. Alors, dans la réalité, ils sont à 17, mais ce qui reste quand même assez confortable, et d'accueillir des élèves de petites sections qui souvent n'ont pas bénéficié de structures collectives dans le cadre de la petite enfance à 25, 26, 27, 28. Voilà. Nous, on pense qu'il faut abaisser les effectifs de toutes les classes, de ne pas avoir de classe à plus de 20 élèves. On n'est même pas à une histoire de dédoublement. Donc ça, c'est une première urgence, et cet abondement permettrait aussi de recréer un vivier de remplaçants qui permettent effectivement un remplacement effectif de l'ensemble des absences, mais aussi avoir des enseignants spécialisés. On accueille, et là, cette spécificité du département, elle n'est pas reconnue. On est sur le département qui rencontre un certain nombre de difficultés sociales et économiques qui impactent forcément la vie de nos élèves. Et de fait, on aurait besoin de prévention, on aurait besoin d'avoir des enseignants formés et spécialisés pour pouvoir intervenir dès le plus jeune âge, mais ensuite par la suite pour remédier à la difficulté scolaire. Et là, pour le coup, à cette rentrée, par exemple, rentrée 2023, 10% des postes d'enseignants spécialisés demeuraient vacants en Seine-Saint-Denis. Donc effectivement, les élèves n'ont pas le droit aux aides auxquelles ils pourraient prétendre, qui sont normalement prévues. Elles n'existent pas sur notre département. Ces 5000 profs, on les trouve où aujourd'hui ? Alors, ces 5000 professeurs, ils ne pourront être retrouvés que s'il y a une réflexion collective et concertée avec les organisations syndicales, bien entendu, et donc représentatives des personnels, sur 2 points qui sont à la conjonction de l'attractivité du métier et de nos métiers. C'est la revalorisation salariale et les conditions de travail. Or, le plan d'urgence, s'il ne contient pas effectivement, puisque l'intersyndicale 93 reprend bien entendu les revendications nationales au niveau des revendications salariales, s'il ne reprend pas de revendications spécifiquement salariales, il reprend des revendications qui vont avoir des conséquences sur les conditions de travail. Quand on demande dans le second degré l'abaissement d'un seuil d'élèves par classe à 20 élèves par classe, qui entraîne par exemple en collège l'ouverture de 529 divisions supplémentaires et la création de 20 collèges supplémentaires dans le département, ça signifie qu'effectivement il y a un investissement de fonds qui est fait et que donc il y a des conditions de travail qui sont améliorées. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi on demande 2200 AESH par exemple pour accompagner les élèves en situation de handicap? Parce qu'aujourd'hui c'est de la politique spectacle ce qui se passe dans le département de la Seine-Saint-Denis. On nous dit que les élèves sont accompagnés à mesure de leurs besoins. En réalité, des élèves bien souvent sont accompagnés à raison de 2 ou 4 heures, alors que la notification de la MDPH porte sur 18 ou 20 heures d'accompagnement. Même chose pour les moyens d'assistance éducative.
une des mesures du plan l'État plus fort, c'était la création des fameux GAEL, beaucoup d'acronymes dans l'éducation nationale, les groupes d'appui éducatif localisés. Ces groupes d'appui éducatif localisés, ils se sont conclus en groupes où on s'entreglosait, en fait, sans moyens supplémentaires. À la rentrée 2023, on a encore perdu dans les collèges et lycées de la Seine-Saint-Denis quasiment 18 emplois d'assistance éducative, c'est-à-dire 18 surveillants et surveillantes en moins dans les établissements scolaires. C'est évidemment pas comme ça qu'on va résoudre la problématique du climat scolaire, qui est particulièrement prégnante en ce moment sur l'ensemble du territoire et à l'échelle nationale aussi. Donc il a aussi rebuté certains professeurs de venir, parce que vous parliez d'attractivité. L'attractivité, elle se fait effectivement sur ces conditions de travail, et donc bien entendu, quand on a des classes surchargées, quand on a un climat scolaire qui effectivement peut être extrêmement tendu, ça devient difficile de renforcer l'attractivité du territoire. De trouver des professeurs contractuels, pas forcément titulaires. C'est vrai, il y a une très grande difficulté en termes de ressources humaines. C'est d'ailleurs aussi un des arguments que nous renvoie très souvent l'administration. On nous dit, mais en fait... il faut les former, il faut les trouver déjà, il faut les former, etc. Donc il doit y avoir une réflexion en fait, qui est double. Nous, c'est pour ça qu'on ne considère pas que c'est un plan pluriannuel d'investissement. Ce qu'on demande là, c'est une posologie d'urgence. C'est-à-dire, on ne demande pas plus qu'ailleurs, on demande une remise à niveau. Une remise à niveau pour permettre, dans le département le plus pauvre et le plus jeune de la France hexagonale, de faire de l'école publique une véritable politique d'investissement. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'école publique, on a l'impression que pour le gouvernement, c'est uniquement un poste de dépense. Alors qu'en réalité, dans un département comme le Seine-Saint-Denis, c'est un investissement. C'est un investissement. On est d'accord. Alix. Et quel est le niveau de vétusté de vos établissements respectifs ? Alors, si vous voulez, au niveau des écoles, l'entretien revient aux municipalités. Donc, c'est vrai qu'il y a des disparités, en plus d'une ville à l'autre, suivant l'histoire, suivant aussi les ressources de la commune. Moi, j'exerce sur une petite commune assez précaire et qui a peu de ressources, où à un moment, c'est extrêmement lourd pour la municipalité d'arriver à entretenir l'ensemble du bâti scolaire, au même titre que le bâti sportif, etc. Donc, c'est assez exsangue. Et effectivement, on voit que, moi, en l'occurrence, c'est le cas de mon école, même si j'ai bien conscience, et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que le maire de l'île Saint-Denis a pris un arrêté contre l'État. Ce n'est pas une non-volonté de la municipalité de laisser aller. C'est qu'à un moment, il y a un empêchement de pouvoir effectivement entretenir les locaux comme il se doit. Et pour le coup, moi, mon école est par exemple une passoire thermique où il y a de véritables problèmes de température. J'y étais ce matin, je suis ravie d'être là cet après-midi parce qu'il fait entre 13 et 15 degrés actuellement dans mon école. Donc je me réchauffe enfin sur votre plateau. Oui, il fait 20 degrés. Voilà. Et comment on compense du coup avec les tout petits on compense, alors honnêtement, on compense assez mal. Et si vous voulez, par exemple, de coucher des enfants de 3 ans dans un dortoir à 13 degrés, on ne peut pas dire que ça soit bienveillant. Voilà. Donc après, on compense par du système D, en achetant des couvertures polaires, en expliquant aux parents qu'effectivement, il vaut mieux être bien couvert à l'école. Mais en tout cas, ce n'est pas des conditions d'apprentissage. Si vous voulez, on est là sur des jeunes enfants. Leur premier contact avec l'institution, il est celui-ci. Donc, malgré toute notre bonne volonté, ils n'ont pas les mêmes ressources que tout un chacun. En tout cas, ils n'ont pas le droit à une école de qualité telle qu'ils l'entendaient. Et je le redis, ce n'est pas une mauvaise volonté. Ce n'est pas pour incriminer la ville qui ne ferait pas correctement son travail. C'est réellement... à un moment, ce poids-là est trop lourd pour une petite commune comme celle-ci et qu'effectivement, l'État doit pouvoir à un moment compenser pour garantir cet accueil de tout un chacun. Marie-Hélène, vous parliez justement de votre commune, l'île Saint-Denis, qui met en demeure l'État, tout comme Bagnolet, Bobigny, La Courneuve, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin, Romainville, Sevran, Stein et Villetaneuse, donc ça fait 13. Villetaneuse qui s'est donc rajouté, et toutes ces villes qui expliquent dans un communiqué que la Seine-Saint-Denis reste toujours le parent pauvre de l'égalité au niveau régional et au niveau national. Est-ce que vous pensez que cette action en justice, cette mise en demeure, peut pourquoi pas changer la donne ? Alors, ce qui est sûr, c'est que ça donne un impact médiatique extrêmement important à la mobilisation de la communauté éducative depuis novembre dernier, en particulier dans la rue depuis le 26 février dernier. Les arguments qui sont utilisés dans ces différents arrêtés font partie d'un diagnostic qui a été fait aussi par l'intersyndicale. C'est-à-dire qu'il y a une véritable rupture d'égalité dans le département de la Seine-Saint-Denis, à la fois sur les moyens horaires et humains et à la fois sur le bâti scolaire. Vous posiez la question sur le bâti. Moi, dans mon lycée, par exemple, il y a 2 bâtiments, un qui a été créé en 1994, un autre qui a été construit en 2010.
Le plus récent, c'est le paradoxe, le plus récent est le plus dégradé. subit beaucoup d'infiltration d'eau, par exemple. On a été en droit de retrait à la rentrée de janvier parce qu'il faisait 6 degrés dans les salles, donc il a fallu évidemment refaire partie du chauffage. Très logiquement, s'il est bien construit, il est bien bâti. Peut-être moins bien construit. Alors, je ne suis pas expert en la matière. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement... Vous allez le devenir à force. Oui, à force. Dans les commissions hygiène et sécurité, dans les formations spécialisées, on devient petit à petit instances. Et donc, on a une véritable question de bâti dégradé, et on a une véritable question de rupture d'égalité. Donc, ce que dit ces maires, c'est qu'effectivement, la Seine-Saint-Denis est moins bien traitée, qu'il n'y a pas seulement un sentiment de relégation, mais qu'en fait, l'égalité républicaine n'est pas assurée par l'État dans les écoles, les établissements de la Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce que répond l'État ? Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire, vous avez eu un plan l'État plus fort, alors dont les mesures étaient soit insuffisantes, soit inopérantes, soit contraires à l'esprit du service public. Donc, le constat est quand même plus que mitigé. Mitigé était le mot d'Elisabeth Borne. Donc, je pense qu'on peut même aller plus loin du côté des organisations syndicales, très largement. Et puis on nous répond, l'État consacre 200 millions d'euros de plus en Seine-Saint-Denis pour l'école publique qu'ailleurs. Sauf que quand on fait le détail, ces 200 millions d'euros, c'est en fait 110 millions d'euros sur l'éducation prioritaire. C'est logique, puisqu'on a 56% des écoles, je crois, je parle sous le controle évidemment de Marie-Hélène, et 60% des collèges qui sont en éducation prioritaire, et puis 90 millions d'euros pour l'école inclusive, alors même que d'ailleurs l'accompagnement des élèves en situation de handicap en Seine-Saint-Denis est inférieur en termes de moyens à d'autres départements du territoire. Donc bien entendu, on a cette rupture d'égalité, elle a été consommée, nous on a mis les chiffres sur la table, c'est ce qui gêne le gouvernement, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas contenté de vociférer en disant on veut des moyens supplémentaires, on a documenter les choses. On a dit qu'il y avait 60% des établissements scolaires qui connaissaient des problématiques de confort thermique. On a dit qu'il manquait 5000 postes d'enseignants, qu'il manquait 290 postes de psychologues de l'éducation nationale, qu'il manquait 175 CPE, qu'il manquait environ 1 millier de postes d'assistance éducative. Maintenant, les chiffres sont sur la table, on attend les réponses du gouvernement. Et autre chose que des éléments de langage qu'on passait. Vous avez quelles alternatives, du coup, sur la table, en termes de stratégie, du coup ? Parce que, bien sûr, la mobilisation, vous l'avez dit, est importante, et pour l'instant, elle est bien présente. Effectivement, les chiffres sont là. Mais comment on fait dans le temps ? Parce qu'on sait qu'en frontal, ça ne marche pas forcément avec le gouvernement. Il faut faire de la coéducation, de la co-construction. J'imagine que l'équation est un petit peu délicate. Alors, déjà, la mobilisation, elle reste... ce qui a fait la force de cette mobilisation, c'est qu'elle était pleinement ancrée sur les territoires et très diverse. Et on a vu se multiplier partout de nombreuses réunions publiques, initiatives très locales, avec justement les élus locaux, les parents d'élèves, les familles, la population, les enseignants. Et ça continue. Ce soir, il y a un rassemblement à Saint-Ouen. Il y a des nuits des écoles qui se tiennent dans plusieurs écoles du département. Voilà, donc il n'y a pas eu d'arrêt de cette dynamique, en tout cas, et qui fait que le mouvement, il reste vraiment très implanté et très porté par la population. Et c'est là-dessus où je pense que le gouvernement fait une erreur d'appréciation au niveau de cette mobilisation. Après... si vous voulez, on est arrivé à un tel stade, que ce soit les personnels éducatifs comme nos élèves, et la mobilisation des lycéens en témoigne. Enfin, c'est triste à dire de cette façon-là, c'est qu'on n'a pas grand-chose à perdre. Voilà. Le système est tellement dégradé que réellement, on n'a qu'à y gagner. Voilà. De toute façon, on ne pourra pas, et ce mouvement, il est parti le 26 février, c'est quand même pas anodin de dire on ne fera pas la rentrée. Voilà. C'est un temps très important. Voilà. Alors, il y a effectivement la rentrée très médiatique du mois de septembre, mais toutes ces journées de reprise sont toujours très importantes. Voilà, c'est le début d'une période, on engage des choses, etc. Donc déjà, il y avait un certain culot à dire le 26 février, on n'ira pas. Rebelote, là, le 22 avril, ça ne fonctionne pas si mal que ça. Alors, on sait que ça pèse pour tout à chacun. Ça reste... Le gouvernement doit entendre. On entend souvent que cette grève est partie pour durer toute l'année. Ils ne vous prennent pas au sérieux, ils n'ont pas peur que le cas de la Seine-Saint-Denis fasse boule de neige ? Je pense c'est pour ça qu'à un moment, on a fini par être reçu. Voilà, c'est que réellement, la première bataille, ça a été d'être entendu. Voilà, ça a été extrêmement Est-ce que vous êtes écouté ? Après...
En 1980, la réponse est dans la question. C'était un mouvement très important auquel on a beaucoup fait référence parce que c'était les 25 ans de cette mobilisation quand on a lancé l'enquête et qui avait donné à l'aboutissement de 2 mois de grève plus de 3000 postes. Il avait fallu 8 semaines. Hein. Et il avait fallu d'abord des annonces totalement hors de propos. Hein, et on avait annoncé 125 ou 150 postes donnés. Et finalement, le gouvernement avait fini par entendre et par lâcher les choses. Là, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que si le gouvernement ne répond pas, c'est une attitude irresponsable. Parce que ce qui se joue en Seine-Saint-Denis, c'est l'avenir de l'école publique. Parce qu'on est dans le département le plus jeune et le plus pauvre de la France hexagonale. On est dans un département qui va être une vitrine pour les Jeux Olympiques. On a dépensé énormément pour en faire une vitrine mondiale. Et on a une école publique qui est dans une situation extrêmement dégradée. Alors on nous reproche souvent, vous peignez la situation de manière extrêmement sombre, vous faites des diagnostics pessimistes, mais en réalité, ce qu'on montre, ce sont des faits. Et les faits sont têtus. Mais les gens qui disent ça, ils viennent voir votre quotidien ou pas ? On les voit très peu. Ce qui est sûr, c'est que, mis à part les services déconcentrés de l'éducation nationale, c'est-à-dire le directeur académique et ses adjoints et adjointes, qui effectivement se déplacent assez régulièrement sur le terrain, avec le cas échéant la rectrice, le gouvernement, lui, ou les autorités ministérielles viennent en général pour des visites Potemkin. Hein. C'est-à-dire que tout est brossé, tout brille, tout est brillé. Sinon, ils vont à Marseille. Voilà. Okay. Ou alors, ils vont sur, effectivement, une lubie présidentielle à Marseille. Tout se passe à Marseille. Déverser effectivement. D'ailleurs, Marseille, c'est un de nos arguments parce qu'on dit, on montre qu'il y a des politiques publiques, il y a des efforts en termes de politiques publiques qui sont faits. Alors, le problème, c'est qu'ils ne sont pas faits en concertation, ils sont faits d'abord sur une volonté présidentielle et un coup de téléphone, mais ils sont faits surtout, et là où il faut être prudent, c'est qu'il y a en effet beaucoup d'argent qui a été déversé sur Marseille dans le cadre de Marseille en grand, mais d'abord, il y a eu des subsides publics qui ont été versés uniquement sur le bâti, pas sur les moyens horaires humains. Or, nous, la spécificité du plan d'urgence, c'est qu'il est double, il a 2 volets, un volet moyen horaire. C'est vrai qu'on dit que le bâti, c'est peut-être la chose sur laquelle le gouvernement peut agir le plus rapidement. Oui, ou alors... Il faut former les profs, ou alors il peut botter en touche aussi et renvoyer tout ça aux collectivités territoriales. Vous êtes rattaché à l'Académie de Créteil, ça changerait quelque chose d'opérer un changement et de vous rattacher à l'Académie de Paris ? Alors, vous faites référence sans doute à la proposition très médiatique qu'a lancé le président du conseil départemental il y a quelques mois, Stéphane Troussel. Nous, on a des objections de forme et de fond sur cette idée. Sur la forme, d'abord, on constate que la communauté éducative n'a pas été consultée. C'est-à-dire qu'à aucun moment, alors même que les compétences de la collectivité départementale sont d'abord les collèges, mais d'une manière générale, un projet éducatif départemental, il aurait été bon de consulter les parents et les représentants des personnels. Ça n'a pas été fait. Donc ça, c'est d'abord une première erreur, à mon sens, de communication. Sur le fond, on parlera plutôt de fausses bonnes idées. C'est-à-dire que c'est très médiatique, ça donne l'idée effectivement qu'on peut rattacher un département comme ça à une académie qui est une académie vitrine, en l'occurrence pour l'éducation nationale, sauf qu'en réalité, ça risque au contraire d'invisibiliser dans les chiffres de masse et de renforcer au contraire la discordance qu'il y a entre les moyens accordés aux établissements parisiens et les moyens accordés aux établissements de la Seine-Saint-Denis. Donc en fait, s'il s'agit juste de masquer ou de mettre un paravent et de masquer les difficultés de la Seine-Saint-Denis en l'intégrant à une autre académie, c'est pas la solution. Nous, ce qu'on veut sont des moyens structurels et on tient à rester dans le périmètre de l'académie christolienne. Un plan en urgence et surtout qui dure sur le long terme. La loupe d'Alix. Alix, tu nous parles aujourd'hui d'une méthode pensée par Amina Khelil, dont l'ambition est de rendre les mathématiques, ça m'arrange, accessible à tous. Oui, une méthode qu'elle a nommée Défi Alpha et qui a fini par donner naissance à une école. Amina propose une approche pratique pour faciliter l'apprentissage des mathématiques et des sciences. Et pour ce faire, elle a perfectionné cette approche pendant 5 ans, en l'enseignant seule d'abord. Et c'est à ce moment-là, une fois pleinement satisfaite, qu'elle décide d'ouvrir son école. L'école accueille environ 150 élèves du CM1 à la terminale. L'établissement propose aussi des stages hebdomadaires et des cours de soutien à distance. Son approche est assez simple, elle se fonde sur des fiches manuscrites et colorées et sur l'utilisation d'un langage courant. Et l'an dernier, ces fiches de maths ont même été adaptées en bande dessinée. Elle a également publié un essai « Tout le monde peut être bon en maths ». On l'écoute.
Alors moi, j'ai fondé la méthode DFI Alpha vraiment dans un esprit, on va dire, de liberté et d'émancipation. Ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir une brigade de scientifiques avec tous les élèves qui doivent impérativement être des scientifiques, pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est avoir des élèves qui choisissent qui ils veulent devenir. Et vous savez, en réalité, qu'on le veuille ou non, et ce n'est pas moi qui le dis, il y a une grande partie de la sélection qui continue de se faire par les mathématiques. Et donc, on constate que parfois, certains élèves vont renoncer à leurs ambitions les plus profondes parce qu'ils n'ont soi-disant pas le niveau en mathématiques. Et pour le coup, moi, je trouve ça juste terrible. Aussi, on remarque aujourd'hui qu'on a quand même un collégien sur 5 et un lycéen sur 3 qui suit des cours particuliers. Et la matière, en fait, la plus plébiscitée, eh bien, ce sont les mathématiques. Quand on a ici en tête également, eh bien, le coût, en fait, de ces cours particuliers. Quand on est donc dans cette quête, on va dire, de cet idéal républicain qui est donc quand même l'égalité des chances, eh bien, on se dit qu'on est quand même encore loin. Alors voilà, si moi j'ai fondé la méthode DFI Alpha, c'est réellement pour que la question de la réussite en mathématiques ne soit plus une question de moyens financiers, ni de zone géographique, de genre ou de milieu social. Je veux que les élèves s'emparent des outils, qu'ils travaillent et encore une fois choisissent qui ils veulent devenir. Et le parcours d'Amina est pour le moins brillant. Après avoir grandi dans le Pas-de-Calais, elle poursuit ses études à l'université Paris-Saclay, puis à l'École nationale supérieure des arts et métiers, suivie d'un stage chez EDF, mais elle ne se sent pas tout à fait comblée et décide de proposer des cours de sciences à domicile. Et puis un jour, elle aura le choix entre une proposition d'embauche à EDF ou l'enseignement. Et la suite, vous la connaissez. Aujourd'hui, Amina espère étendre son approche aux collèges et lycées à travers la France, en particulier dans les quartiers populaires et dans les zones où les besoins sont les plus importants. Merci beaucoup, Alix. Je voulais allonger l'émission et dépasser encore plus, mais on me dit non dans l'oreillette. L'oreillette que j'ai pas d'ailleurs. Un grand merci à Marie-Hélène Plard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous revoit très bientôt. La directrice de l'école Samira Belli, la de Saint-Denis et co-secrétaire de la FSU. J'ai toujours du mal à dire. FSUS NUIP 93. Et Grégory Tuzak, qui est professeur de français au lycée Sugère à Saint-Denis dans le 93 et co-secrétaire départemental du SNES FSU 93. Un grand merci à tous les deux. Merci à vous. Merci beaucoup. J'ai envie de vous dire bon courage. On se revoit très vite. À très bientôt. Merci, Alix. À demain. bientôt.